Bonjour à tous, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Nous sommes ici pour réfléchir à la manière dont les médias peuvent s'organiser pour cultiver la proximité. Nous avons 5 invités que je vais tâcher de vous présenter. Tout à gauche, Céline Pigalle, qui est directrice de l'information et de la proximité à Radio France, directrice aussi du réseau de stations locales qui depuis 8 jours ne s'appelle plus France Bleu, mais ici. Juste à côté, Aurélie Rousseau, vous êtes directrice générale de TV Rennes. Vous êtes aussi coprésidente de Local.tv, une fédération qui regroupe une 50aine de chaînes locales. C'est des chaînes qui sont soit des émanations de collectivités locales, soit qui appartiennent à des groupes de PQR, ou alors qui sont le fruit d'initiatives entrepreneuriales. Ensuite, c'est Molly Simpson. Vous êtes journaliste à The Mill, qui est une newsletter d'information locale payante à Manchester. Donc c'est vous qui avez fait le plus de route aujourd'hui. Cette newsletter a aussi des petites sœurs à Sheffield, Liverpool et Birmingham. Donc c'est un modèle qui essaime. Philippe Carly, vous êtes président du groupe EBRA. C'est un groupe qui regroupe notamment 9 grands titres de presse régionale dans la façade est de la France. Et puis Sophie Gourmelin, qui est la directrice générale du Parisien et qui nous accueille aujourd'hui dans ses murs. Quant à moi, je m'appelle Mathieu Deslandes, je suis journaliste à la Revue des médias de l'INA et je suis ravi d'être avec vous. Céline Pigalle, j'ai envie de commencer avec vous. On disait qu'autrefois, l'information internationale coûtait très très cher à produire et en comparaison, l'information locale semblait peu chère. Est-ce que ça s'est inversé ? Très largement, parce qu'au fond, aujourd'hui, vous pouvez tenir un plateau avec des images du bout du monde, avec un spécialiste à vos côtés, et faire 3 heures d'antenne sans grande difficulté, avec en plus une autre facilité, c'est que si vous dites vraiment des bêtises... Je ne suis pas sûr qu'on vous entende très bien. Est-ce que vous m'entendez ? Voilà, peut-être je vais le tenir un peu plus près de ma bouche, pardonnez-moi. Je disais oui, aujourd'hui vous pouvez faire un plateau sur une actualité internationale du bout du monde très facilement, vous récupérez les images des agences, par exemple, si vous êtes une chaîne de télévision, et puis vous avez un spécialiste qui peut parler pendant des heures et vous dire ce qui se passe. L'abonnement aux agences, vous l'avez déjà. Le spécialiste inter, il fait partie de votre rédaction et avec ça, vous tenez des heures. Rendre compte de ce qui se passe aux 4 coins de la France, c'est une toute autre affaire parce qu'il n'y a pas de ces images d'agence ou alors sur les moments vraiment essentiels et plus importants. L'AFP peut faire ça, par exemple, mais vous voyez, pas du tout avec la même profusion. Voilà. Et à l'inverse, par ailleurs, quand votre spécialiste inter dit des bêtises, il n'est pas contesté par la population du bout du monde. Alors que quand votre journaliste local dit des bêtises, il est immédiatement rattrapé par la patrouille. Donc à la fois sur les moyens qu'il faut développer, il en faut beaucoup plus pour aller au plus près. Et puis par ailleurs, ça demande un travail très en profondeur, très sérieux. Parce que si vous vous trompez de rue, dans le récit que vous faites de tel ou tel fait, on saura vous le faire savoir. Et pour développer les moyens nécessaires à cela, qu'est-ce qu'on peut faire ? Une des réponses, c'est de persévérer dans le service public et d'obtenir de l'État qu'il nous accompagne dans cette mission. Parce que je pense que ceux qui sont avec moi sur ce plateau ne me démentiront pas. C'est parfois difficile de trouver un business model, pour le dire en bon français, pardonnez-moi. Et il faut le dire, la publicité disponible, notamment pour financer cette activité, elle existe. Mais c'est pas un puissant fond, hein, ou plutôt c'est pour ceux qui s'engagent dans cette démarche-là que parfois c'est un puissant fond. Donc c'est une vraie difficulté de pouvoir avoir des équipes nombreuses qui font de l'information de proximité, de l'actualité locale, avec un très haut niveau de qualité. Philippe Carly, pour essayer de développer d'autres contenus à moindre coût, les rédactions de votre groupe ont engagé une réflexion sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui vous semble réaliste ? Alors déjà, si vous voulez, je pense que l'IA, c'est un moyen, c'est pas une finalité. La première chose, dans un groupe de presse quotidienne régionale, et en tout cas le nôtre, notre ADN, c'est en fait celui de cette table ronde, c'est d'agir pour renforcer les liens de proximité et de confiance entre les acteurs des territoires. Et donc, il faut prendre conscience, et je crois que ça a été dit, c'est que nos journalistes, en fait, ils font partie
des citoyens qui vivent en région, etc. Et donc, ils sont directement concernés par ce qui se passe. Et donc, notre objectif, c'est d'être vraiment un lien très fort de confiance entre les citoyens, les entreprises et puis les institutions. Et donc, on est là pour valoriser cela. Alors, la question, c'est comment on le fait, avec quels moyens. Donc, évidemment, on a des rédactions fortes. Au sein du groupe, on a 1200 journalistes sur la région que l'on couvre. Et on a 3000 correspondants. Donc l'IA, pour répondre à la question, l'IA, c'est plus un moyen pour essayer de donner du temps utile pour se concentrer sur le métier de journaliste, qui est d'être au plus près des citoyens. Et donc, au plus près des citoyens, ça veut dire être capable de se déplacer dans une ville, sur un événement, créer aussi du présentiel, dans un monde qui est de plus en plus digital, et puis avec le télétravail, dans un monde où finalement on se sent de plus en plus seul. Et donc on a mis un certain nombre d'outils pour faciliter le travail de mise en ligne des contenus que l'on reçoit des correspondants. C'est aussi un moyen d'apporter de l'information de grande qualité vérifiée, notamment pour nos journalistes. Je vais prendre un exemple sur un événement lié au réchauffement climatique. Si vous voulez directement trouver l'information dans le rapport du GIEC, c'est un petit peu compliqué. Or, des outils comme l'IA sont des leviers très forts qui vont apporter des contenus supplémentaires, de telle manière que le journaliste se concentre sur ce qui, de toute façon, ne se trouvera nulle part ailleurs, c'est-à-dire ce qui se passe sur le territoire, et puis puisse aller chercher très facilement sur un sujet donné, y compris local, tout ce qui s'est passé dans le passé, et puis appuyer son contenu sur des éléments factuels qu'il aurait beaucoup de mal à trouver dans un calendrier. Il faut savoir que dans nos titres de presse quotidienne, on a un calendrier qui est très court. Et donc il faut aussi qu'on anticipe potentiellement des sujets qui peuvent être un peu plus froids. Sophie Gourmelin, au Parisien, je crois que vous avez d'abord tenté de renforcer les éditions locales. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, le Parisien a la particularité d'être un journal de presse quotidienne régionale et nationale. C'est-à-dire qu'on a les deux, on a le Parisien et aujourd'hui en France, et on est sur une zone géographique particulière puisqu'on est sur Paris et l'Île-de-France. Donc, on ne traite pas, je pense, l'information locale du Parisien comme on le traite probablement dans les titres de Philippe. Donc, nous on a... pour regarder et mettre en face aussi les moyens économiques qu'il faut pour faire de l'information et de l'information locale en particulier, on a décidé en 2020 d'avoir une stratégie complètement tournée vers le digital. Et on a, à cet égard, revu la façon dont on faisait l'information locale pour faire une information locale qui rencontre une audience large, et qui rencontre un francilien qui a envie de payer de l'abonnement local. Ce qui n'est pas simple et facile. Et donc, ça nous a obligés de revoir la façon dont on la faisait. Donc, on a sur le territoire, on a 9 éditions, donc 9 agences sur le territoire francilien plus l'Oise, ça c'est la particularité du Parisien. Et on est un peu sorti de l'information micro-locale, qui rencontrait un public assez faible et qui, pour le coup, ne se monétisait pas non plus du tout, puisque cette information locale, en général, on la trouve gratuitement sur les réseaux sociaux ou dans les journaux des collectivités qui sont en général assez bien faits. Donc on est plutôt parti sur les besoins des franciliens et on a très vite compris que les besoins des franciliens, c'était aussi des choses qui étaient autour de leur façon de vie, notamment les transports. Ça, c'est un gros sujet qu'il y a tout le monde parle des transports, des retards de RER, etc. Et on a été très, très bien servi sur ce sujet-là avant les Jeux Olympiques, puisque les travaux dans Paris, voilà, vous avez tous vécu ça. Donc, on a déterminé des grandes thématiques transversales, au-delà juste du département ou de la rue dans laquelle vous habitez, comme les transports, comme le logement, l'immobilier, la consommation,
Et puis évidemment, les faits divers, enfin les infos générales qui ont en général des audiences assez fortes. Et les infos générales intéressent tout le monde, bien au-delà de son département très souvent. Donc on a comme ça recomposé l'information locale. On a gardé évidemment des reporters dans les territoires, mais ils font l'information différemment. Et ça nous a permis de développer l'abonnement numérique. On a aujourd'hui plus de 100 000 abonnés numériques aux Parisiens. 40% viennent de l'information locale. Et on était à moins de 10 000 il y a 4 ans. Et est-ce que vous prévoyez d'accentuer ce mouvement ? Du coup, oui, continuer à on a tiré les leçons ouais. effectivement de ce mouvement-là. Constamment, on renforce les cellules transport immobilier faits divers qui sont transversales. Et c'est aussi un mouvement qu'on fait avec les agences. Et l'information est de plus en plus traitée de cette façon-là, avec cet angle numérique et le besoin de faire des abonnements numériques derrière. Voilà. Donc de rencontrer un public qui s'intéresse à cette information-là et qui souhaite payer. C'est ça le sujet aussi. Et la publicité, bien sûr, est là, mais la publicité en local, en tout cas sur l'Île-de-France, est moins importante peut-être que dans d'autres territoires. Molly Simpson, votre rédaction est parvenue à intéresser de jeunes urbains à l'information locale, à les faire payer. Et votre manière de traiter l'information est intéressante. Ce sont des grandes enquêtes, des grands récits. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de sujets pour qu'on comprenne de quelle manière vous abordez l'actualité locale du Grand Manchester ? À Manchester, on essaye de faire beaucoup des enquêtes par électronique pour notre lecture, à nous dire ce qui vous intéresse de Manchester. Nous envoyons des emails régulièrement pour nous demander ce qui nous intéresse de Manchester. Aussi, on utilise nos sources très régulièrement. Ça pourrait être pour une call de téléphone, un café. Ou, aussi, donc, on trouve que notre format des enquêtes envoyées par email, par newsletter, c'est un excellent moyen d'établir le lien. Oui, exactement, avec nos publics, et parce que c'est possible pour notre public de envoyer un mail à nous très directement. Oui, c'est facile comme ça. Dans la newsletter, vous aviez l'habitude de demander à vos lecteurs quel sujet ils avaient envie de lire. Il me semble qu'il y a 3 semaines, vous avez reformulé cette question. Oui. Quelle question vous posez maintenant ? Nous avons posé une question à nos publics. C'est quoi une question que vous avez de Manchester ? C'est quoi une question que que vous avez au sujet de la ville. Quelle question vous avez au sujet de la ville, qu'est-ce que c'est quelque chose que vous avez curiosité ou quelque chose parce que on avait trouvé que quand on avait envoyé les emails demander qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse pour des enquêtes, nos publics n'avaient pas les idées qu'on voulait faire parce que ce n'était pas possible, nous n'avions pas des sources. Donc, quand on avait changé les questions, on avait reçu beaucoup de plus intéressantes réponses. D'accord. Aurélie Rousseau, l'information locale, ultra-servicielle, à laquelle le Parisien a renoncé, chez vous, ça reste majeur, ça reste central. Oui, parce qu'en fait, on cherche à être vraiment dans le quotidien des gens. C'est-à-dire qu'on dit toujours, on partage le même quotidien. Vous le disiez à juste titre, une info, chez nous, de toute façon, elle est jugée au coin de la rue. C'est-à-dire que le retour, on l'a très vite. Il y a aussi la question de la confiance. Et moi, je rajouterais autre chose, c'est que souvent, on se positionne aussi comme une valeur refuge, c'est-à-dire vous parlez d'infos pratiques. On se positionne aussi comme des acteurs médiatiques qui valorisent les initiatives qui sont présentes sur le territoire, les acteurs qui les portent. Et ça, on a le sentiment que cette position volontairement différenciante par rapport aux médias nationaux,
parfois anxiogènes, et ben, finalement, c'est ce qui fait aussi que les gens viennent nous voir, évidemment sur le linéaire et de plus en plus sur le digital. Et en plus de cette tonalité, quel type de contenu développez-vous que personne d'autre ne peut prendre le temps de développer ? Alors, évidemment, on est beaucoup dans l'échange, on est beaucoup dans l'interaction, parce que ces gens, finalement, on les voit tous les jours, on les voit au quotidien. Donc, on voit bien qu'ils ont une vraie facilité à venir nous voir, à la fois dans nos studios, et puis à la fois sur le terrain. Quand on est en extérieur, on fait beaucoup d'extérieur. Et je suis désolée, j'en profite justement, vous parliez du modèle économique. Évidemment, le modèle économique, il est hyper compliqué au local. Ça, c'est vrai, parce que le marché publicitaire est extrêmement limité. Mais justement, on cherche à le développer en étant des acteurs de la vidéo globale. C'est-à-dire qu'on va aussi chercher à attirer l'audience et puis à attirer les annonceurs en couvrant des événements. Par exemple ? En fait, on va être très présent sur des événements économiques, des trophées, des remises de prix. On va être très présent aussi sur du contenu, de la création de contenu de marque, par exemple au local, pour des acteurs qui n'auraient pas forcément les moyens d'aller vers la PQR ou vers des chaînes nationales. Donc, il faut que l'un contribue à l'autre. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi des types de contenus. On s'est parlé un tout petit peu avant, et vous avez par exemple une émission co-construite avec des seniors, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, on met au centre évidemment de nos préoccupations éditoriales de donner la parole et de faire voir et entendre ce qu'on appelle les invisibles finalement à la télé, ce qu'on voit jamais ailleurs, ce qu'on voit jamais sur les médias nationaux. Et c'est vrai qu'on depuis 20 ans, on a une émission qu'on co-construit avec des gens, avec des personnes âgées, des gens dans les EHPAD. On a créé un comité de rédaction avec une journaliste qui s'en occupe. On cherche à créer du lien, encore une fois, avec ceux qu'on ne voit jamais ailleurs. Et est-ce que toutes ces initiatives suffisent à convaincre les annonceurs locaux de peut-être pas aller faire leur campagne chez Meta ? Ah, c'est pas simple. C'est pas simple. Je pense que pour nous, le problème, il est le même que pour tout le monde. On a à les convaincre aujourd'hui que finalement, ils ont un rôle à jouer aussi. C'est-à-dire que si vous voulez des médias locaux de demain, il faut en face des annonceurs qui ont conscience du rôle qu'on joue et de la nécessité de notre place. Donc, évidemment qu'il y a un transfert publicitaire vers les géants du numérique, hein, ça c'est certain. On le vit aussi au local, je pense que vous le direz tous comme moi. Mais finalement, peut-être plus qu'ailleurs, il y a encore un enjeu démocratique. Vous savez bien, on parle des déserts médiatiques aux États-Unis, et de plus en plus, on a peur de les voir arriver en Europe, peut-être puis en France. Donc, il va falloir qu'il y ait un élan commun. Philippe Carly, c'est aussi le discours que vous tenez aux acteurs du territoire ? En fait, moi je pense que ce qui est important pour nous, de plus en plus, c'est, au-delà de l'information locale, c'est d'animer les communautés. Et je vais prendre un exemple. Dans nos titres de presse, on a le Dauphiné libéré et puis on a aussi le Progrès. Donc c'est un couloir rhodanien où il y a de très nombreuses entreprises. Et donc on a décidé d'un certain nombre de verticales qui nous intéressent, et en particulier la tech, qui a aussi un avantage, c'est de moderniser nos titres de presse qui historiquement s'adressent souvent à des populations plutôt très régionales, des territoires, des villages. Et on a créé par exemple un événement qui s'appelle Tech and Fest, qui a regroupé l'année dernière, la première fois, et cette année, l'ensemble de l'environnement tech de Grenoble, et puis évidemment avec toutes les entreprises, les fonds d'investissement, et on a fait un festival de la tech. Donc avec une partie B2B où on est allé chercher des annonceurs qui ne sont pas habituellement nos annonceurs, comme le CEA, comme Schneider, comme toutes les boîtes un peu tech importantes. Et en même temps, on a touché les jeunes en créant ce festival et en mettant autour de la table en fait tous les acteurs qui sont concernés, y compris les banques. Je vais prendre un autre exemple et qui est aussi un aspect éditorial fort. On a depuis plusieurs années développé un supplément qui s'appelle Ici on agit,
d'abord sous une forme papier, ensuite sous une forme numérique. Ici, On agit, c'est tout simplement une plateforme pour permettre aux citoyens, aux entreprises, aux pouvoirs publics de s'exprimer sur les meilleures pratiques, les idées qu'on peut avoir pour diminuer notre empreinte carbone. Et donc, vous voyez, la prochaine étape, et ça va être cette année pour la première fois, on organise un Ici On agit à Nancy, qui suivra par un Ici On agit à Lyon, et où on va avoir là aussi des acteurs qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, des gens comme Veolia ou des grandes entreprises qui ne sont pas forcément habituellement les entreprises qui viennent faire de la publicité sur nos titres. Mais avec un nom pareil, c'est un appel du pied pour Céline Pigalle, non? Alors, on était avant, repéré. Donc, mais pas de problème. Hein. Du reste, on avait bonne relation locale avec les acteurs que sont France Télévisions et Radio France. Il y a eu quelquefois sur certaines antennes une approche peut-être un peu folklorique de l'information locale. Comment est-ce qu'on peut donner le goût d'une proximité contemporaine aux journalistes? Oui, c'est très important. Ce que vous dites, c'est un mot qui a été employé notamment par Yann Choquet, qui est le directeur adjoint du réseau ici, et qui dit ça, au fond, faire de l'actualité locale et travailler sur la proximité, c'est pas seulement évoquer les fest-noz, vous voyez, c'est pas tout à fait ça, l'actualité des territoires. C'est chouette aussi, hein, on adore, mais vous voyez, il ne faut pas que ça se résume à ça, et c'est surtout pas l'image qu'il faut en avoir, parce qu'il y a évidemment des territoires qui sont très dynamiques, où il se passe des choses, il y a aussi des territoires qui sont en difficulté, il faut pouvoir raconter ce que sont ces difficultés pour pouvoir les mettre en valeur, et pour pouvoir aussi les porter comme des enjeux qui doivent être pris en charge par les autorités nationales. Donc pour toutes ces raisons, le local à proximité, c'est pas suranné, c'est pas dépassé, et c'est même exactement l'inverse, à mon avis, que précisément dans un moment très technologique, d'une part, et où on a cette capacité à se projeter au bout du monde, si on est bien ancré là où on est, c'est quand même mieux. Et c'est vrai que tout le travail là qu'on essaye de faire, c'est de dire, en fait, tout le monde en a besoin de ce local et de cette proximité. Tout le monde en a le goût, sans toujours le savoir, parce qu'encore une fois, parfois, ça a été un peu caricaturé, ou peut-être on l'a mal fait, hein, c'est possible aussi. Et en réalité, y compris dans nos démarches, nous, on a besoin de choses très précises et parfois de haute technologie. Et on s'inscrit pleinement dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Je vous donnerai 2 exemples. Par exemple, tous les épisodes d'intempéries liés au réchauffement, tous ces moments très délicats où on a besoin d'informations très précises sur ce qui se passe auprès de chez soi. Alors parfois, on l'a constaté récemment, moi ça me faisait sourire au départ, mais quand je suis arrivée, on m'a dit, tu sais, parfois le poste radio à pile, ça pourrait avoir de l'usage dans les crises et tout. Je me disais, bon, faut peut-être pas exagérer non plus, mais ça s'est produit. En Bretagne, quand il y a eu la tempête à l'automne 23, il y a un certain nombre de nos auditeurs qui ont réussi à savoir ce qui se passait et à comprendre si oui ou non il était temps de sortir de chez eux, qui étaient privés d'électricité, enfin qui étaient privés de tout, hein, concrètement. C'est grâce à la radio qu'ils ont su ce qui se passait. Vous voyez, ça, c'est pas du tout dépassé, par exemple. Et puis, il y a la fiabilité, la précision des choses qu'on peut dire. J'étais frappée récemment quand il y a eu un épisode neigeux sur Paris il y a 10 jours, hein, de me dire, au fond, si je veux savoir précisément où c'est en train de tomber, et si oui ou non je peux sortir de chez moi, ou si, bon, là, le mieux, c'est de renoncer, parce que, vous voyez, on vous dit, il y a une alerte, ça, c'est le message national. Mais l'information précise, là, maintenant, tout de suite, je sors ou je sors pas, ça passe ou ça passe pas. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut faire, et là, la technologie va nous être utile. Et je donne un dernier exemple. On a la chance, nous, d'avoir ce réseau partout en France. Et le travail qu'on est en train de faire, c'est d'essayer, grâce à l'intelligence artificielle, de faire remonter toute cette matière et de réussir à la trier. Parce qu'au fond, si vous demandez à une personne, ou même à plusieurs, mais on n'aura pas les bras pour ça, de nous dire, finalement, à l'écoute de nos radios ce matin, qu'est-ce qui émerge, qu'est-ce qui est porteur, qu'est-ce qui... voilà. Ou, par exemple, sur la crise agricole, selon chaque territoire, quel est l'enjeu principal ? Qu'est-ce qui est raconté sur les antennes et qui... Voilà. Il y a des outils aujourd'hui qui vont permettre de pousser des enjeux, de dire que c'est ça le sujet qui émerge. Le Monde a raconté récemment que sur le narcotrafic, on s'était quand même largement fait dépasser sans avoir pris la mesure de l'enjeu. Je pense que si on fait bien du local et qu'on raconte bien, on ne doit pas passer à côté. Et après, on en fait quoi éditorialement sur les antennes nationales ?
Alors en l'occurrence, ce que je vous racontais sur la crise agricole, on a fait la chose suivante. On a demandé aux stations, entre 9h et 10h, de faire tout un programme attaché à la problématique de la crise des agriculteurs chez eux. Et ensuite, on a demandé à l'intelligence artificielle de faire deux choses. D'abord, de nous dire à l'échelle des 44 ce qu'étaient les enjeux qui émergeaient. Et par ailleurs, de nous faire une cartographie territoire par territoire de ce qu'étaient les priorités. Bon, ça, ce qui est tout à fait fascinant, hein, c'est que c'est réglé en 1 heure. C'est-à-dire que ce qui a été le plus difficile dans cet exercice, c'est de bien caler les antennes pour qu'elles démarrent au même moment, qu'elles terminent au même moment, et que donc la machine sache où prendre la matière. Mais en revanche, une fois que ça a été fait, qu'on a fait le bon point d'entrée et le bon point de sortie, cette synthèse tout à fait impressionnante et très simple à la fois, un point A, point B, point C, voilà. C'était moins d'1 heure, quoi. Et pour répondre à votre question, ce qu'on en a fait, en l'occurrence, en fait, on l'a testé le jour où on recevait Michel Barnier comme une matière à disposition de nos journalistes ensuite pour l'interview. C'était un test, on ne savait pas à quel point ça allait fonctionner, et voilà, donc ils s'en sont inspirés, mais parallèlement à tout autre sujet qu'ils avaient traité, mais voilà, petit à petit, on va essayer de faire monter et émerger les sujets et de revendiquer le fait que tel ou tel enjeu doit être pris en charge, parce que c'est ce qu'on voit monter. Sophie Gourmelin, la proximité, elle se cultive pas seulement à l'échelle locale, c'est aussi dans le choix des sujets. Tout à fait. Enfin, le Parisien est un journal de proximité au sens large, donc il y a évidemment son ancrage local, mais il y a aussi la façon de traiter les sujets, et on dit du Parisien que c'est un média qui crée du lien. Et on a beaucoup d'interactions avec nos audiences et notre public. On a ce qu'on appelle sur notre site, chez nous, un bienvenu où les Français nous écrivent sur plein de sujets très différents. Et c'est souvent là que les reporters et les journalistes puisent des infos à partir d'un petit sujet, vont mener une enquête et vont détecter les signaux faibles. Ça va être ensuite mis en une du Parisien dans le Fait du jour, etc. Et ensuite repris sur toutes les chaînes en général de télé et de radio. Donc c'est vraiment la capacité qu'a la rédaction d'être très ancrée, très en proximité avec les Français et les Franciliens particulièrement, et de détecter comme ça ces signaux faibles. Donc ça, c'est vraiment dans l'ADN du journal, et la fabrique de l'information du Parisien, elle se fait comme ça. Aurélie Rousseau, je crois que vous avez aussi une initiative pour raconter la vie de quartier, la vie de certains quartiers sur le temps long. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous procédez ? On est parti du postulat que dans les quartiers, les gens ont l'habitude de voir des journalistes quand ça va mal, quand il y a une crise, quand il se passe un drame. Donc on s'est dit que nous, qui sommes là toute l'année, on allait aller voir les gens justement dans une logique de communauté de vie, comme vous le disiez, à juste titre. Et donc c'est-à-dire qu'on a monté des séries sur les différents quartiers rennais. On est allé rencontrer les gens qui animent le quartier d'un point de vue associatif, les gens qui sont là depuis très longtemps, qui sont des figures du quartier, etc. Et on en a fait non pas un outil télé, mais un outil digital, c'est-à-dire qu'on a travaillé ensuite avec des étudiants, avec le West Media Lab, et on a monté comme ça, on a créé une plateforme justement qui met en avant les personnalités qui font vivre les quartiers. Ça a été très apprécié, et c'est vrai qu'on voit bien qu'on a une chance, nous, ça renvoie aussi à la notion de confiance, c'est qu'on peut y aller sans que nos voitures se fassent caillasser, et je crois que c'est pas le cas de tout le monde. Donc ça, évidemment que c'est aussi notre boulot au quotidien. Et est-ce que les citoyens croisés dans le cadre de ces exercices connaissaient tous TVRN, par exemple ? Alors, on est une chaîne qui a bientôt 40 ans. Donc, ouais, on est une des premières télévisions locales en France. Donc, notre notoriété à Rennes, elle est forte. D'accord. Comme on est dans la proximité, je vais compter sur votre proximité, et on a gardé quelques minutes pour écouter vos questions si vous en avez. Vous l'avez tous déjà un petit peu évoqué, mais c'est sur le financement et le modèle économique que vous avez dit plusieurs fois. Le marché publicitaire est étroit. Alors qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on pourrait faire ? J'ai l'impression qu'aux États-Unis, il y a plein de médias locaux, mais est-ce qu'en France, il y a une possibilité ? En France, on a aussi vu BFM qui avait
été très ambitieux avec des décrochages locaux et j'ai l'impression qu'ils reviennent un petit peu en arrière. Est-ce que c'est le signe qu'en fait, si on n'est pas soutenu par de l'associatif ou du financement public, en fait, ça sera trop compliqué et voilà, la question est ouverte. Vaste sujet. Enfin, moi, je peux évoquer... Bon, d'abord, il faut savoir qu'il y a des titres de presse quotidienne régionale qui gagnent de l'argent. J'aime pas le terme gagner de l'argent, je dirais plutôt qui génèrent un résultat suffisant pour financer leur indépendance et continuer à se développer. J'en citerai pas, mais néanmoins, donc ça veut dire que si on fait bien son travail, et qu'on va chercher les bonnes audiences, qu'on est capable d'apporter des contenus et une proximité auprès des lecteurs, on est capable avec ces audiences d'aller chercher des revenus publicitaires. Mais encore faut-il accepter de se transformer. Puisque le marché publicitaire, si on prend le marché publicitaire uniquement de la presse, et notamment de la presse quotidienne régionale, il a baissé ces 10 dernières années de 50%. Mais par contre, on peut aller chercher effectivement sur les réseaux sociaux, sur le digital, sur l'événementiel, des revenus complémentaires. Donc il y a un vrai sujet là-dessus de comment on se diversifie, comment on crée des communautés qui vont nous permettre d'aller chercher des revenus qu'on n'allait pas chercher historiquement. Vous avez parlé de brand content. Je vais prendre là aussi un exemple. On a un partenariat qui est en fait une joint venture avec l'école de ski française. On a créé un site qui s'appelle Mon Séjour en montagne. Bon, du reste, si en ce moment vous voulez partir à la montagne, je vous conseille d'aller faire un tour. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, y compris l'été. Voilà. Et donc, effectivement, là, on va aller chercher des annonceurs qui vont aller chercher de l'affinité avec une population qui les concerne directement. J'ai parlé tout à l'heure de l'exemple de la tech, l'exemple de l'environnement, mais on peut en trouver d'autres. Sur la presse quotidienne régionale, avec 366, on a su se moderniser, notamment pour accéder le marché des magazines télévisés, avec Diverto. Voilà, donc je pense qu'on a... En fait, c'est toute la difficulté, c'est qu'on est des très vieilles maisons. Si moi je prends le journal le plus ancien dans le groupe, c'est le journal de Saône-et-Loire, il doit dater de 1848. Donc quand on parle résilience, on peut quand même dire qu'il y a de la résilience, parce qu'à chaque révolution, ça commence avec la radio, après ça a été la télévision, après c'est Internet, maintenant c'est l'IA. On nous a toujours expliqué qu'on allait disparaître. Donc ça, c'est sur le côté publicité. Ensuite, et je ne veux pas monopoliser la parole, sur la diffusion, on est comme les autres, il faut aller chercher des abonnés numériques. Soit dit en passant, lorsqu'on regarde l'ARPU moyen d'un abonné numérique, moi, je ne cours pas après le nombre d'abonnés numériques, je cours après l'ARPU qu'on peut générer. Et donc on a des vrais sujets que la PQN a connus bien avant, pas uniquement de recrutement, mais de fidélisation, de rajeunissement de nos lecteurs. Et donc on a vraiment un travail, et c'est ça qui est excitant du reste, c'est qu'on a énormément de leviers nous permettant que la PQR continue à se développer. La preuve étant, quand vous regardez la presse quotidienne nationale, il y a quand même de plus en plus une tentation à aller sur le régional. Et donc, parce qu'on a quand même cette différenciation qui a été évoquée par les uns et les autres, qui est cette proximité, cette confiance, et qu'on vit au quotidien. Parce que comme vous l'avez dit très justement, quand un journaliste écrit quelque chose de faux, ça se voit tout de suite. Quand on ne parle pas d'un village pendant quelques jours, vous avez les élus locaux qui viennent vous voir pour vous expliquer pourquoi ça ne marche pas. Je peux juste ajouter une petite chose. Il y a eu de très nombreux titres de presse locale aux États-Unis, mais ils ont plutôt tendance à très massivement disparaître. La question du financement, elle se pose particulièrement là-bas, mais du coup, il faut qu'on regarde. Ça peut être le signe avant-coureur d'une vraie débâcle. En réalité, il faut être très, très inventif pour trouver ces financements.
Et non seulement ces titres ont plutôt tendance à disparaître, mais on parle aujourd'hui, pour une large partie du territoire américain, de désert informationnel. Et en contrepartie, on voit s'installer des acteurs qui, eux, font de la fausse information et utilisent ces espaces disponibles pour dire strictement n'importe quoi. Il n'est pas complètement impossible que ça pèse un peu dans les résultats des élections. Moi, je voudrais juste compléter sur la partie coût. Parce que non seulement ça coûte cher de faire de l'information locale, puisqu'il faut des rédactions conséquentes, mais ça coûte aussi très cher de la distribuer. Et on a un vrai problème en France du coût de la distribution, portage. Là, on a un peu évité le pire, puisque l'augmentation de la Poste, finalement, s'est résolue à être de 2% uniquement, mais on était parti sur des augmentations énormes. Donc, c'est très cher, et en plus, c'est mal distribué, puisque la Poste, maintenant, ne distribue les journaux tous les jours. Enfin, je pense que... Alors, ça se voit peut-être pas quand vous êtes en portage ou quand vous êtes dans des zones denses, mais quand vous êtes dans des zones non denses et que vous êtes livré par la Poste, c'est un jour sur deux. Vous avez parfois le journal arrive à midi. Enfin, voilà. Donc, cette notion de service public de la Poste, elle a complètement disparu concernant la presse et elle nous coûte très cher. Donc, il y a la partie, effectivement, journalistique, rédaction, mais il y a aussi toute la partie distribution, et l'équation économique, elle devient très, très compliquée. Vous vouliez ajouter quelque chose, Molly ? Si je peux ajouter une petite chose, on trouve en Angleterre que les journaux fonctionnent mieux par abonnement au lieu des avertissements, parce que des avertissements ne généraient suffisamment revenus pour exister, survivre. Bon, donc, pour nous, quelques 50 000 personnes abonnées à The Mail, dont presque 3 000 sont lecteurs payants. Aussi, les abonnements nous permettent d'offrir la moitié de nos enquêtes gratuites, complètement gratuites. Donc, aussi, je pense que c'est important pour cultiver la proximité avec notre public, parce que nous avons une communauté que nous pouvons voir qui aiment nous assez qu'ils vont payer. Donc, c'est important, je crois. Il y avait une dernière question. Oui, alors une dernière question. Surtout à ceux aux trois grandes maisons, j'allais dire, qui ont des problématiques un peu cousines, d'une certaine manière, parce que vous avez multiplié depuis 10 ans, en fait, votre distribution sur différents canaux. Le Parisien fait du print initialement, et puis a fait du web, et puis a fait de la vidéo excellemment, de manière extrêmement puissante aujourd'hui, et puis fait du podcast. Bleu est devenu ici, avec un site internet qui est très puissant aussi, qui s'est développé, et puis une articulation maintenant avec un réseau de radio locales et des télés régionales. Chez Ebra aussi, je crois que vous êtes aussi développé dans différents supports, peut-être moins audiovisuels, mais il y a cette dimension-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez besoin, dans ce contexte difficile de tension économique, de tension sur le business model, est-ce que vous avez besoin d'un indicateur d'audience qui soit beaucoup plus aggloméré, c'est-à-dire qui soit une empreinte de la marque, qui permettrait finalement de pouvoir additionner la puissance que vous avez sur ces différents canaux. Alors, on additionne un peu, nous disent les spécialistes, des navets, des carottes, etc. Mais malgré tout, il y a une empreinte de la marque qui devrait peut-être être le juge de paix et qui peut-être serait importante dans la capacité que vos médias ont à aller chercher et à séduire des annonceurs, des partenaires, de façon à construire un modèle économique différent. Alors, cet indicateur unique, on y travaille avec des organismes comme la CPM, par exemple, où on réfléchit à agglomérer les audiences, comme tu l'as dit, sur nos sites, la puissance des newsletters, la résonance sur les réseaux sociaux. Donc, ça, on y travaille et on arrivera peut-être à quelque chose. Ce qui est plutôt... Enfin, il faut plutôt regarder du coup du côté des agences et du côté des annonceurs la façon dont ils achètent le média. Et aujourd'hui, ils achètent le média de façon découpée. Ils vont acheter une page dans le journal, et puis une autre équipe va acheter des audiences sur le numérique, et encore une autre équipe va acheter des podcasts. Donc,
du côté des agences, c'est pas centralisé. Donc, même si on arrivait avec un indicateur unique, et je pense que les annonceurs qui sont chez nous reconnaissent la puissance de nos marques et le contexte éditorial dans lequel ils peuvent être, qui est bien différent donc, quand ils annoncent sur Meta ou sur Google. Mais il faudrait qu'on craque aussi l'autre morceau du puzzle, parce que celui-là, il est aujourd'hui, les achats sont faits de façon très séparée. Merci à tous.